Bonjour à tous, bienvenue au webinaire du Conseil supérieur de l'éducation et du CAPRES aujourd'hui sur repenser l'évaluation des apprentissages en enseignement supérieur. Merci d'être là en si grand nombre aujourd'hui. Nous avons eu beaucoup d'inscriptions pour ce webinaire. On commence tout d'abord avec quelques petites consignes techniques. Comme vous l'avez déjà vu, le chat public est activé, donc vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat public, puis on va les réutiliser à la fin des présentations pour la période de questions. Les caméras puis les micros sont activés uniquement pour les animateurs et les panélistes. Comme on a plus de 300 inscriptions aujourd'hui, ça aurait été difficile d'avoir des caméras et des micros pour tous. Vous allez recevoir, après le webinaire, tout le monde qui se sont inscrits vont recevoir l'enregistrement du webinaire. Donc, si vous avez des collègues qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, vous allez pouvoir leur transférer. Et pour toute question technique, le numéro est affiché à l'écran. Donc, vous pouvez contacter via au 1-866-843-4848 poste 1. Pour les questions techniques, c'est eux qui vont pouvoir vous répondre. Je vois que le micro est un peu faible, on l'a réajusté. J'espère que ça convient. Donc, je me présente, Lucie Charbonneau, je suis coordonnatrice du CAPRES. Le CAPRES, tout au long, son nom, c'est le Consortium d'animation à la persévérance et à la réussite en enseignement supérieur. On existe déjà depuis 2002. Ça fait plusieurs années qu'on travaille à diffuser les connaissances en enseignement supérieur. On travaille de deux côtés, donc on a une vitrine pour diffuser les connaissances et on a aussi un élément d'interface pour mettre en réseau les différents acteurs et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en travaillant avec le Conseil supérieur de l'éducation, mais aussi avec deux enseignants qui vont amener le côté pratique de l'évaluation aujourd'hui pour vous donner des exemples de ce qu'ils font en classe. On travaille au CAPRES toujours dans une perspective interordre aussi, avec des gens du collégial et du milieu universitaire. J'ai vu dans les inscriptions qu'il y avait plusieurs personnes des deux milieux, à la fois des professionnels, des enseignants. Je vous souhaite à tous la bienvenue. On est aussi allé chercher un enseignant au niveau collégial, une enseignante plutôt au niveau collégial et un enseignant au milieu universitaire aujourd'hui pour vous donner des exemples concrets. Puis on travaille en mobilisation des connaissances, donc on valorise à la fois les connaissances provenant de la recherche, mais aussi les connaissances provenant de la pratique. Toutes nos thématiques sont liées toujours à l'accessibilité, la persévérance, la réussite. On touche aux caractéristiques de l'étudiant, système en jeu de l'enseignement supérieur, les mesures de soutien aux étudiants, notamment dans les services aux étudiants, les parcours d'études et l'enseignement et l'apprentissage qui nous intéressent un peu plus aujourd'hui avec l'évaluation. Notre public cible, c'est plusieurs personnes. Les professionnels, les conseillers, les intervenants sont notre premier public cible. C'est souvent eux qui relaient l'information, notamment à leurs gestionnaires, aux enseignants. On travaille aussi avec les personnes œuvrant dans différents organismes comme le Conseil supérieur de l'éducation ou les ministères. Et on travaille évidemment avec des chercheurs, parfois avec des étudiants, mais surtout pour les étudiants. Vous verrez aussi pendant le webinaire ma collègue Karine Vieuxfort qui est avec moi aujourd'hui. Elle répondra avec vos questions, entre autres, dans le chat tout au long du webinaire. Ce qu'on se trouve au CAPRES, quand vous inscrivez, par exemple, à notre infolettre ou à nos médias sociaux, vous allez voir qu'on fait différentes activités
parfois à distance, parfois en présence. On en fait notamment une, à l'AQPC au printemps. On a aussi des articles. On a un article de veille par jour qui est publié, dans les médias sociaux, sur notre site web, dans l'infolettre et on fait aussi 2 dossiers par année qui sont des dossiers qui sont un peu plus creusés sur une thématique pour développer un enjeu qui est un peu plus, complexe et qu'on vulgarise, en quelques pages. Vous en trouvez déjà, plusieurs sur notre site web dans la section, dossiers. Sans plus attendre, je vous parle, de notre animatrice et de nos panélistes, d'aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui, son contexte, dans le fond, c'est qu'on souhaitait travailler avec le Conseil supérieur de l'éducation pour, faciliter le transfert de connaissances, qui est des connaissances qui ont été développées, dans, le dernier, rapport, qui portait sur l'état de l'éducation donc sur l'évaluation. C'est Nadine Forget qui a accepté, du Conseil supérieur de l'éducation, qui a accepté d'animer le panel, d'aujourd'hui. Donc, Nadine détient un doctorat en anthropologie à l'Université de Montréal. Elle a travaillé pendant plusieurs années, pour le groupe de recherche, sur l'inadaptation psychosociale de l'enfant, à titre, de professionnelle de recherche et de coordonnatrice. Elle a développé en parallèle des outils visant à faciliter l'apprentissage et la rédaction scientifique pour les étudiants d'enseignement supérieur. Et depuis avril 2019, elle est agente de recherche et de transfert au Conseil supérieur de l'éducation et est chargée de faire rayonner les avis et les rapports du Conseil dans le milieu de l'éducation et dans la société en général. Donc, on était très heureux au CAPRES de pouvoir travailler avec l'équipe du Conseil supérieur pour valoriser toutes les informations très, très intéressantes qu'ils ont construites. Donc, Nadine, je te passe de maintenant la parole pour la suite. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Lucie. Merci beaucoup à tout le monde, à tout le monde qui est présent. Mon PowerPoint s'en vient. Alors, je vais vous proposer une petite mise en situation qui vous sera sûrement familière pour la plupart des personnes présentes. Imaginez, c'est le premier cours au début de la session. Vous venez de présenter votre plan de cours. Une main se lève et la première question de la session est quelque chose comme est-ce que les lectures vont compter à l'examen? Bien sûr, ça peut être un petit peu frustrant de cette attitude qu'on retrouve chez certains étudiants, mais il faut reconnaître qu'ils ont bien compris le système et que malheureusement, plusieurs parmi les plus brillants et parmi les plus motivés peuvent en venir à confondre leurs notes et leur éducation ou peut-être même à prioriser leurs notes par rapport à leur éducation en négligeant tout ce qui ne sera éventuellement pas évalué. Heureusement, ce n'est pas une situation qui est inéluctable et ce dont on va discuter aujourd'hui, ce sont de méthodes d'évaluation qui vont servir non pas à la course aux notes, mais à soutenir réellement les apprentissages. Donc, l'activité qu'on vous propose aujourd'hui s'inscrit dans la suite de la parution du rapport sur l'état et les besoins de l'éducation 2016-2018 du Conseil supérieur de l'éducation, qui est intitulé Évaluer pour que ça compte vraiment. Je vous présente un peu plus nos panélistes. D'abord, Hélène Gaudreault va vous parler des grandes conclusions du rapport. Hélène est la coordonnatrice du rapport sur l'état et les besoins de l'éducation au Conseil. Elle a été la rédactrice principale des 3 derniers rapports publiés pour le Conseil et elle est également la coordonnatrice du rapport qui est en cours et qui sortira d'ici la fin de l'année, normalement. Hélène s'appuie sur son doctorat en littérature et sur une grande expérience d'enseignement au cégep et à l'université avant de joindre le conseil. Par la suite, on va vous présenter, voilà, on va vous présenter des exemples concrets de pratiques d'évaluation innovantes et axées sur l'apprentissage. D'abord, on aura le point de vue de comment ça se passe au cégep.
par Madame Sarah Côté-Delisle, qui est professeure d'anthropologie au Cégep Garneau. Elle a déjà 15 années d'expérience d'enseignement au Cégep et à l'université. Et elle a également été conseillère pédagogique au Cégep avant de devenir professeure. Et l'expérimentation des pratiques pédagogiques innovantes, c'est son plaisir et sa passion, et bien sûr, les pratiques d'évaluation qui les accompagnent. Et finalement, nous allons profiter de l'expérience de M. Daniel Spooner, qui est maître d'enseignement en génie mécanique à l'École polytechnique de Montréal. Il est responsable de la chaire en apprentissage par projet de Polytechnique. Alors, vous voyez pourquoi on est très heureux de l'avoir avec nous. Il est aussi le cofondateur de l'espace de fabrication communautaire accessible au public Polyfab à l'École polytechnique. Donc, on voit un intérêt pour un autre type d'apprentissage plus informel. Et avant de devenir maître d'enseignement, il a cumulé 25 années d'expérience dans l'industrie. Voilà. Je suis certaine que vous avez très hâte d'entendre les panélistes. Je vais prendre quand même un petit moment pour vous parler de ce qu'est réellement le rapport sur l'état et les besoins de l'éducation et le rôle du conseil. En commençant d'abord par l'organisme. Le Conseil supérieur de l'éducation a été créé la même année que le ministère de l'Éducation à la suite de la commission parents. C'est un organisme indépendant du ministère de l'Éducation dont le rôle est de conseiller le ministre sur tous les aspects de l'éducation. La table du conseil est composée de bénévoles qui sont issus de tous les milieux de l'éducation du Québec. Et en plus du conseil, il y a 5 commissions qui représentent chacun des ordres d'enseignement et un comité de rédaction du fameux rapport sur l'état et les besoins de l'éducation. Alors, toutes ces personnes bénévoles représentent la société civile et parmi eux, on trouve des professeurs, des enseignants à tous les niveaux, mais aussi des conseillers pédagogiques, des directeurs d'établissement, même des parents et des étudiants. Comme je disais, le rapport sur l'état et les besoins de l'éducation, c'est particulier. Ce n'est pas vraiment une étude scientifique. Par contre, il s'appuie fortement sur la littérature scientifique, mais aussi sur les savoirs d'expérience et sur les délibérations démocratiques au sein des instances du Conseil, donc les commissions, le Conseil lui-même et le comité. Vous pouvez donc voir le rapport dont Hélène va vous présenter les grandes lignes dans quelques instants, comme à la rencontre de savoirs savants et de l'expérience de terrain. Et un dernier petit mot sur le rapport lui-même. Le rapport est déposé tous les 2 ans au maximum à l'Assemblée nationale. Il est déposé par le ministre. Le rapport concerne tous les ordres d'enseignement, donc primaire, secondaire, cégep, université et aussi l'enseignement aux adultes. Toutefois, oui, le thème du rapport, en fait, la forme et le contenu du rapport, le Conseil a une grande liberté là-dessus. Mais dans les derniers, on a choisi un thème qui concernait tous les ordres d'enseignement. Vous serez d'accord que c'est le cas de l'évaluation. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de tous les ordres d'enseignement. On va se concentrer sur l'évaluation au cycle supérieur, donc cégep et université. J'ai un petit mot pour les participants internationaux. D'abord, bonjour. Je voudrais vous préciser qu'un cégep, c'est un collège d'enseignement général et professionnel où on dispense une éducation préuniversitaire ou une éducation technique. Et si vous avez d'autres questions sur les particularités du système québécois, je vous invite à les poser dans le chat. Et là-dessus, je laisse la parole à Hélène Gaudreault. Merci Nadine. Bonjour et merci de votre intérêt pour ce sujet très important. Pour introduire et mettre en contexte un peu, je tiens d'abord à préciser que les 2 rapports sur l'état et les besoins de l'éducation précédents avaient fait ressortir des enjeux très importants concernant l'évaluation. En 2014, le Conseil avait constaté que les difficultés liées à l'évaluation
sont une des impasses qui paralysent les dossiers à caractère éducatif. Dans celui de 2016, qui s'intéressait à la justice scolaire et à l'équité, le Conseil invitait à sortir de la logique de la concurrence en évaluation afin d'éviter de classer trop prématurément les personnes. C'est donc dans la continuité de ces deux rapports-là qu'en 2016, le Conseil avait choisi de consacrer tout un rapport sur l'évaluation des apprentissages. Voilà, il ne faut pas que j'oublie de changer mes diapositives un instant. Voilà. D'entrée de jeu, tous les rapports sur l'état et les besoins de l'éducation focalisent un peu sur la deuxième puce des objectifs, c'est-à-dire faire un état de la situation pour dégager des orientations et répondre aux besoins observés. Un besoin observé dans le cas de l'évaluation, c'était de mieux faire connaître les objectifs de l'évaluation des apprentissages, donc la puce numéro 1. Comme le rapport ne contient pas de solution toute faite et ne donne pas non plus toutes les réponses, l'autre grand objectif était d'établir un dialogue constructif avec les milieux pour les amener à mener plus loin leur propre réflexion. Une activité comme aujourd'hui est une excellente occasion pour ça. Donc, revenons aux objectifs de l'évaluation. Pourquoi doit-on évaluer? Alors, en cours d'apprentissage, l'évaluation devrait permettre aux personnes de se situer par rapport aux attentes. Dans ce contexte, les erreurs ne devraient pas être vues comme des anomalies, mais bien des indices pour cibler les difficultés et orienter vers des solutions. Donc, c'est le premier grand objectif. Le deuxième objectif, qui est une responsabilité vis-à-vis de la société, en fait, c'est de témoigner des acquis, c'est-à-dire s'assurer que les personnes en fin de parcours ont atteint ou non les objectifs attendus. Alors, c'est ce qui permet d'assurer la valeur des diplômes. D'ailleurs, les politiques institutionnelles d'évaluation des apprentissages des cégeps, de même que les règlements des études de la plupart des universités, précisent ces deux intentions de l'évaluation dans leur préambule. Dans le concret, de façon générale, quand on parle d'évaluation en soutien à l'apprentissage, les gens parlent d'évaluation formative. Selon les spécialistes en évaluation, l'évaluation formative, elle se pratique en continu par l'observation dans toute situation d'apprentissage et elle se concrétise dans une rétroaction offerte au moment opportun pour aider les personnes à se situer et à s'améliorer. Pourtant, dans les faits, on observe qu'il s'agit souvent d'exercices préparatoires à l'examen, une espèce de mise en situation, de répétition, à laquelle on accorde quelques points pour motiver les personnes, un peu comme la carotte au bout du bâton. Pourtant, dans son esprit, l'évaluation formative ne devrait jamais être associée à des points pour ne pas être prise en considération dans le résultat final, puisque le résultat final devrait témoigner de ce que la personne est capable de faire à la fin du parcours. Quand on parle d'évaluation qui témoigne des acquis, donc à la fin de l'étape, on a tendance à parler d'évaluation sommative. J'attire votre attention sur le fait que sommative est un terme qui porte à confusion parce que ça vient de l'anglais to sum qui signifie résumer, faire le bilan et non pas faire la somme, l'addition des notes, comme on a tendance à le faire dans le bulletin qui fonctionne, comme on le sait, par cumul de points. Pourtant, la note en pourcentage et la moyenne de groupe sont des informations qui sont très, très peu précises. Elles ne disent pas ce qui est réussi ou ce qui manque. 2,80 ne témoignent pas nécessairement des mêmes acquis et des mêmes lacunes. Pire encore, un 58 dans une classe pourrait être plus fort qu'un 62 dans la classe d'à côté, alors que l'un est en situation d'échec et ce n'est peut-être pas celui qui mériterait d'être en situation d'échec. Donc, le cumul de points est une façon assez imparfaite de témoigner des acquis. Ce qu'on constate donc, c'est que les objectifs de l'évaluation
qui sont soutenir les apprentissages et témoigner des acquis, seraient mieux servis par une évaluation critériée, une approche qualitative et non le cumul de points qu'on vient de dessiner. Dans une approche critériée, la performance d'une personne est jugée par rapport à un seuil ou à des critères, à partir d'échelles. L'apprenant est donc amené à se situer par rapport à ce qui est attendu de lui sans qu'on fasse référence à la performance des autres, sans le comparer ou la comparer à personne d'autre. Cependant, on confond évaluation et notation et on a tendance à réduire l'évaluation au contrôle et aux examens. Donc, les bulletins, la communication des résultats, est dans une approche quantitative, selon la logique de la courbe normale, et met les personnes en concurrence, comme je viens de le dire. Par exemple, la cote de rendement au collégial est vraiment contradictoire avec l'évaluation critériée et l'approche par compétence. Donc, contradiction entre les objectifs de l'évaluation, la communication des résultats et les pratiques observées. La suite des constats, c'est que la forme actuelle du bulletin répond mieux à des fonctions administratives comme le classement et la sélection qu'aux objectifs qu'on devrait poursuivre idéalement. En conséquence, c'est tout le système qui est sur la défensive. Le personnel enseignant accumule des preuves et s'en tient parfois à ce qui est plus facile à évaluer, donc moins facile à contester par les étudiants. De leur côté, parce que les erreurs font perdre des points, les étudiants évitent de prendre des risques. Et c'est donc un contexte qui encourage les apprentissages de surface, le bourrage de crâne. Ça ne favorise pas non plus le développement des compétences dites du 21e siècle. On pense à la collaboration. Les personnes en concurrence ne sont pas tellement enclines à collaborer. La créativité est freinée par le fait qu'on évite de prendre des risques pour ne pas perdre de points. Même chose pour la résolution de problèmes. Si le processus n'est pas pris en considération, on s'attarde davantage à trouver la bonne réponse qu'à comprendre, etc., etc. Donc, pour briser la logique comptable et soutenir le changement de paradigme, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, un changement de paradigme, sortir de la logique de classement et de la sélection, il faut remettre au premier plan les véritables objectifs de l'évaluation des apprentissages. Pour ce faire, pour favoriser ce changement de paradigme, le Conseil propose 3 orientations. Ces orientations-là, il faut les penser dans la durée, dans la réflexion. Il faut se donner du temps pour réfléchir parce que donner ou enlever des points, c'est une pratique qui est extrêmement ancrée dans la tradition scolaire. C'est une pratique de gestion de classe, en fait. Et pour votre curiosité, elle remonte au 16e siècle. Ce sont les jésuites qui, à l'origine, ont mis sur pied un système de notation pour remplacer les châtiments corporels, c'était une belle intention, et désigner les meilleurs, donc punir et récompenser. On est loin des objectifs de l'évaluation des apprentissages. Donc, c'est pour ça que le premier objectif est vraiment de recentrer l'évaluation sur ces objectifs. Pour ce faire, il est important de diffuser une information juste et nuancée sur les objectifs de l'évaluation. Et notamment, il faut éviter le faux dilemme suivant. Si l'évaluation n'est pas élitiste, elle ne devient pas automatiquement complaisante, comme on a tendance à le faire croire. Autrement dit, la sélection des meilleurs, la vision élitiste, qui n'est pas un objectif de l'évaluation des apprentissages, c'est, comme on l'a vu, une fonction administrative. Malheureusement, elle exerce très tôt, je dirais trop tôt, dès le primaire, une forte pression sur tout le système, alors qu'elle a sa raison d'être uniquement dans certains contextes. Mais ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de la sélection qu'il ne faut pas donner l'heure juste sur ce qui reste à maîtriser. Il ne faut pas tomber dans la complaisance ou récompenser
pour des efforts si les objectifs ne sont pas atteints. Ce serait du nivellement par le bas. Mais évaluer de façon critériée, ça ne signifie pas baisser les bras ou diminuer les attentes. C'est important de le préciser. Deuxième orientation, pour changer les façons de faire, c'est important de réunir les conditions pour évaluer de façon critériée, puisque la tradition, malgré les politiques, reste toujours d'évaluer de façon normative. Donc, il faut développer l'expertise collective. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que l'exercice du jugement professionnel qui permettrait de se dégager du cumul de points, pour le favoriser, ce jugement-là, il faudrait penser l'enseignement et l'évaluation comme un travail d'équipe. L'équipe discipline, mais aussi l'équipe programme. Et pour ça, il faut donner du temps de concertation au personnel enseignant pour qu'il puisse s'approprier les critères et en développer une vision partagée. Il faut aussi mieux former à l'évaluation en amont et pendant la formation continue aussi répondre aux besoins de formation du personnel enseignant. L'évaluation formative devrait être étroitement liée aux disciplines. Il faut apprendre à donner de la rétroaction en situation d'apprentissage et ne pas attendre une évaluation formelle pour préciser ce qui est réussi et ce qui reste à maîtriser. Il faudrait viser à remplacer le bulletin actuel qui fonctionne par cumul de points par quelque chose comme un bilan des apprentissages à partir de l'analyse de l'ensemble des observations que l'on a accumulées pendant toute une session sur les personnes. Autrement dit, si tout ne compte pas, tout devrait être pris en compte, pris en considération dans le jugement que l'on porte sur les apprentissages d'une personne. Il faudrait aussi reconsidérer l'importance accordée aux notes dans l'accès aux programmes contingentés. Actuellement, la cote R élimine d'emblée de certains programmes contingentés des personnes qui ont développé toutes les compétences requises et sans garantir pour autant que les personnes retenues ont le profil recherché. Finalement, très important aussi, il faudrait construire un rapport positif à l'évaluation. On l'a vu, tout le système est sur la défensive quand il s'agit d'évaluation, tant les enseignants que les personnes évaluées. Les enseignants accumulent des preuves, les personnes évaluées évitent de prendre des risques. La façon dont le bulletin est construit met les personnes en concurrence, ce qui tend à discréditer l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs, deux types d'activités qui permettraient de faire participer la personne au processus. Par contre, une évaluation fondée sur l'observation en continu permettrait de favoriser l'engagement des personnes. Il faut donc viser un changement de culture pour responsabiliser les personnes et espérer que l'on n'entende plus la question « est-ce que ça compte ?» puisque tout peut être pris en considération, tout ce qu'on fait en situation d'apprentissage pourrait être pris en considération pour porter un jugement sur l'atteinte des objectifs. Bref, en conclusion, on passe trop de temps à faire des examens et pas assez à évaluer, à observer en situation d'apprentissage. Et les besoins actuels de sélection font perdre de vue les véritables objectifs de l'évaluation des apprentissages. Donc, c'est un véritable renversement de perspective que le Conseil invite le milieu. Installer une logique d'évaluation critériée fondée sur la rétroaction pour soutenir efficacement les apprentissages, responsabiliser les apprenants et mieux témoigner des acquis. Vous pouvez retrouver sur le site Internet du Conseil le rapport sur l'état et les besoins de l'éducation, mais aussi le sommaire de quelques pages, ainsi qu'un apron explicatif et une capsule vidéo que vous pouvez utiliser avec vos équipes et pour diffuser aussi dans vos milieux. Alors, je vous remercie. Alors, merci Hélène pour cette présentation. Nous allons maintenant passer la parole à Sarah Côté de Lille.
oui, bonjour Sarah, qui est Bonjour. enseignante, qui est professeure en anthropologie au Cégep Garneau. Sarah, je te cède la parole. Parfait, merci. Donc, je suis heureuse de vous présenter, de vous parler un peu là, de mes postures pédagogiques et aussi disciplinaires. Donc, posture qui m'amène à vivre la classe comme un laboratoire vivant où j'expérimente puis j'apprends autant que les étudiants, je devrais dire, par essai-erreur. Là, vous verrez que c'est une pratique là, qui est très perfectible et voilà. Donc, prochaine diapositive. Voici le cours dont je vais vous parler un petit peu plus là, aujourd'hui. Il s'agit du cours Anthropologie et rencontres interculturelles, qui est un cours de première année au collégial, donc un cours d'initiation à l'anthropologie sociale et culturelle, avec des classes de 34 à 42 étudiants. Voilà. L'objectif du cours, c'est vraiment de comprendre, expliquer la diversité culturelle et les rapports entre les cultures. Puis essentiellement, c'est de développer un regard anthropologique d'ouverture à l'autre et de tolérance. Ce qui m'a amené à développer la pratique dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui, là, c'est 2 questions, puis je vois que c'est des questions que je ne suis pas la seule à avoir entendues. Est-ce que la matière est importante, madame? Je dois m'absenter. Puis est-ce que ça compte à l'examen? Bon, alors, j'ai réglé la question. Il n'y a plus d'examen dans mes cours. En fait, ce que je vise, c'est un petit peu d'amener l'étudiant à développer un plaisir, à retrouver le plaisir d'apprendre pour le plaisir d'apprendre et non pas que pour la finalité là, de l'apprentissage, c'est-à-dire les résultats scolaires, les notes. Donc, mon approche, je dirais, c'est une approche qui tend vers une pédagogie active, expérientielle et par projet. Donc, on voit ici des zones, souvent on entend l'expression sortir de sa zone de confort. Bien, en fait, oui, c'est ce que je tente d'amener les étudiants à faire, mais en explorant la zone qui est suivante, c'est-à-dire la zone verte, la zone d'apprentissage et d'expérimentation. Puis, ben, pour certains étudiants, cette zone-là est plus vaste que pour d'autres, donc c'est un peu d'élargir la zone verte. Et parfois, ben oui, on va tomber dans la zone panique et de stress, puis vous verrez plus tard là, ce que j'en fais de cette zone rouge. Donc, pour moi aussi, ma pratique est un peu une façon pour moi-même de sortir de ma zone de confort. Donc, voilà. Il y a une étude, vous aurez la référence à la fin de ma présentation, qui est une étude de Harvard intéressante, qui est pourtant, qui est quand même étonnante, dans laquelle il a été constaté que les étudiants du groupe B, donc les étudiants qui auraient profité, qui ont profité dans le cadre de l'expérimentation de méthodes de pédagogie active, éprouvent donc un sentiment de satisfaction moins grand par rapport à leur expérience d'apprentissage, malgré qu'ils obtiennent de meilleurs résultats aux évaluations que le groupe témoin, donc le groupe A, qui a bénéficié d'une approche plus magistrale. Les chercheurs expliquent, là, tentent d'expliquer par 3 pistes cette réalité, donc cette corrélation négative entre l'apprentissage réel et le sentiment d'apprentissage. Puis notamment, première piste d'explication serait l'idée que lorsqu'on entend un expert nous présenter la matière, bien évidemment, c'est fluide et on a un sentiment de compréhension. On peut comprendre ce que l'expert nous dit, mais entre comprendre et ensuite appliquer dans une situation réelle, complexe, ces connaissances-là, ben, il y a un pas. Aussi, le sentiment d'apprentissage ben, de ces étudiants était souvent donc basé sur ce sentiment de compréhension, qui n'est pas un bon indicateur de l'apprentissage réel. Puis finalement, l'autre piste d'explication, c'est le manque d'expérience d'étudiants d'une approche plus active, disons, amène à ignorer, si on veut, qu'il y a un effort cognitif accru demandé. Puis cet effort-là, ben, il les surprend et puis finalement, il crée cette espèce d'inconfort. Hein. Donc, on revient à la zone de confort. Là. Quand on a à fournir plus d'efforts que ce qu'on s'y attendait, ben, ça peut être inconfortable. Donc, la proposition des chercheurs, ce serait, pour contrer tout ça, cette corrélation négative, c'est de susciter l'engagement des étudiants tôt en session, puis notamment de leur expliquer l'approche pédagogique active si on souhaite développer là, des stratégies dans ce sens-là. Donc, vous verrez que ça m'a inspiré.
Je commence désormais ma session avec cette image, métaphore de la natation, puis je demande aux étudiants comment vous aimeriez que je vous apprenne à nager si vous ne saviez pas nager. Évidemment, devenir compétent à la nage, bien, tout le monde s'entend dans la classe pour dire bien, il faut plonger à l'eau. Alors, bien, c'est ce que je leur dis. Le cours d'anthropologie va vous amener à sauter à l'eau. Puis pour le réussir, bien, il faudra apprendre à battre des bras, c'est-à-dire bouger les bras convenablement, battre des jambes. Puis, vous verrez que bien, parfois, on avale un peu la tasse. Puis, ça fait partie de l'apprentissage. Le déroulement du cours, là, pour être plus précise sur ce qui se passe vraiment pendant la session, ben, j'ai divisé la session en 3 blocs. Donc, 3 grands thèmes qui permettent d'aborder, disons, différents objets d'apprentissage. Puis tous ces objets d'apprentissage-là sont évidemment rattachés au devis ministériel là, qui encadre le cours avec les sous-éléments de compétences et tout. Et puis, tous ces objets d'apprentissage-là ben, sont investis dans les évaluations. Comme je l'ai dit, pas d'examen. Donc, pour chaque bloc, il y a un projet à réaliser, soit un projet en équipe, soit un projet individuel. Et à chacun des projets, il y a d'assorti donc une réflexion dans un portfolio qui est une réflexion individuelle. Donc, si on prend le bloc 1, par exemple, le terrain anthropologique, donc les étudiants doivent observer à la manière des anthropologues une pratique culturelle ici, près d'eux. Puis je les invite à choisir une pratique là, avec laquelle ils sont peu familiers. Donc, ils sortent de leur zone de confort et pour observer, bien, ils doivent maîtriser, dans le fond, si on veut, tous les contenus et toutes les habiletés liées au cours. Puis, dans le portfolio, bien, c'est là qu'ils auront à réfléchir un peu à leur démarche et à me dire là, comment ils se sont situés par rapport à la pratique anthropologique. Donc, quelques exemples très rapidement de projets qui les amènent à plonger à l'eau. Alors, ici, on a le fameux terrain anthropologique dont je vous ai parlé. C'est une étudiante qu'on voit ici qui est voilée, qui a accepté de porter le voile pour son observation participante à la mosquée. Il y avait dans son équipe un étudiant musulman qui a accepté d'introduire ses collègues à la prière. Et donc, étant donné que les femmes et les hommes sont séparés à la mosquée, bien, la mère de cet étudiant-là a même accepté d'accompagner les filles de l'équipe pour ce moment-là. Ensuite, une autre équipe, par exemple, a choisi d'aller méditer au centre bouddhiste et puis ont eu à poser quelques questions pour bien comprendre tous les symboles associés au bouddhisme. Alors, ils ont eu la chance de parler aux moines après la séance de méditation. Quelques exemples là, comme ça rapides. Maintenant, le fameux portfolio, ben, je l'appelle l'espace réflexif sécuritaire. Sécuritaire, c'est dans le sens de, ben, comme je l'ai montré tout à l'heure, on sort de notre zone de confort, puis il y a toujours la zone rouge là, qui attend, qui n'est pas très loin pour certains. Donc, le portfolio, c'est l'endroit où je leur dis, vous pouvez me parler de vos bons coups, vous pouvez me parler de vos moins bons coups. Il n'y a aucune mauvaise réponse. L'idée, c'est que je veux que vous appreniez à réfléchir sur ce que vous faites, puis surtout à apprendre de vos moins bons coups. Donc, oui, on pourrait appeler ça des erreurs, mais en fait, ces erreurs-là, on peut plutôt les voir comme des sources d'apprentissage. Donc, le portfolio, c'est un outil vraiment précieux pour développer la réflexivité chez les étudiants. Puis pour moi, vous verrez tout à l'heure, je l'aborderai rapidement, mais ça m'amène aussi à mieux les comprendre comme apprenant, puis à pouvoir réguler ma pratique. Fait qu'on a ici un exemple de portfolio. Je leur demande de le faire pour l'instant dans un format PowerPoint parce que ça leur permet d'exprimer leur créativité. On a ici la page d'une étudiante colombienne qui est arrivée au Québec assez récemment, là, qui fait des constats entre sa culture d'origine et la culture qu'elle découvre ici. Je leur demande là, dans leur présentation d'ajouter des images, puis entre autres des traces, des preuves de leur implication au sein de l'équipe. Ou de leur implication là, dans la démarche d'apprentissage. On voit ici des échanges là, qui ont lieu entre les collègues, dans lesquels échanges, bon, on voit un peu le leadership de l'étudiant. Ici, je n'aurai pas le temps de vous présenter les extraits, mais vous les aurez d'accessibles à la fin là, pour y revenir. Donc, 3 étudiants qui, à l'automne dernier, en fin de session, devaient faire une capsule vidéo
180 secondes pour présenter à leurs parents les 5 plus importants apprentissages de la session, puis faire des liens avec le regard anthropologique qu'ils avaient développé. Donc, comment évaluer la fameuse compétence à nager? Autre image que je présente dès le début de la session à mes étudiants, et je leur dis, ne vous attendez pas à avoir des examens, parce que je pense que c'est pas avec puis là, je prends l'exemple un peu caricatural, là, mais c'est pas avec un questionnaire à choix multiples que je pourrais évaluer votre capacité à traverser la piscine. Donc, évidemment, je vais vous demander de traverser la piscine, puis de faire, selon le style de nage demandé, un nombre de longueurs. Évidemment, en alignement de façon alignée là, avec les compétences du cours. Voilà. Donc, comme on l'a dit déjà dans la littérature, pour évaluer la compétence, il faut s'intéresser aux 3 P. Alors, j'évalue le produit, c'est-à-dire le résultat du projet, par exemple sur le terrain, à travers la présentation PowerPoint que les étudiants font avec commentaires audio, images et tout. Puis finalement, le portfolio me permet d'étudier d'évaluer les 2 autres P. Donc, autant le processus, comment tu en es arrivé à produire ce projet, etc. Et le propos, donc réflexion plus personnelle. Qu'est-ce que ça t'a amené à apprendre de toi-même comme personne, comme apprenant et tout ça? Donc, j'utilise des grilles d'évaluation critériées. Ici, elles sont analytiques, c'est-à-dire découpées en différents critères selon les compétences, sous-éléments de compétences du cours. Puis, l'étudiant, je lui remets donc cette grille avec les consignes du projet. Puis, il peut déjà savoir, selon les seuils de compétences, de performance, pardon, ce qui est attendu de lui. Évidemment, il faut accepter avec ces grilles-là que la première grille n'est pas parfaite. Il faut la bonifier parce qu'on apprend donc des travaux des étudiants, puis on finit par bonifier là, les fameux indicateurs de performance. D'ailleurs, je vous invite à consulter la référence qui est placée à la fin de ma présentation, un texte de Nicolas Fauché que j'ai eu l'occasion de rencontrer du Cégep Limoilou. C'est toute son équipe de travail en biologie notamment là, qui se sont appropriés des grilles qui ont été d'ailleurs développées en équipe. Donc, Nicolas Fauché a développé une belle approche, puis ça a été vraiment inspirant pour moi. Voilà, constat et pistes de réflexion. Donc, rapidement, je ne pourrai pas vous présenter tous les éléments, mais vous pourrez y revenir. Ce qu'en ont dit les étudiants à la fin de l'automne dernier, je les ai questionnés. Ce qui ressort, c'est qu'en général, les étudiants sont étonnés qu'il n'y ait pas qu'une seule bonne réponse. Puis, c'est ce qui ressort, c'est qu'ils se rendent compte que, dans le fond, on a cherché à développer aussi leur personne, puis chacun a vécu un processus plus personnalisé, si on veut, à s'approprier, dans le fond, la matière du cours selon ses intérêts, selon aussi sa propre réalité. Voilà. Quelques forces et limites de l'approche du cours comme laboratoire vivant, je dirais que oui, il faut accepter comme professeur de sortir de sa zone de confort, des fois de mettre le pied dans la zone rouge. Alors, il faut aller demander parfois de l'aide ou des conseils, ce que je fais auprès des conseillers pédagogiques de mon cégep, des fois de demander est-ce que ça a du bon sens d'aller jusque-là, etc. Mais sinon, moi, ça me redonne, en fait, ça me procure beaucoup de plaisir de voir les étudiants se développer dans cette approche-là parce que je les vois autant comme personnes, comme apprenants, comme coéquipiers, puis comme des personnes capables de développer un regard anthropologique qui va leur servir dans leur vie. Voilà. Donc, ça suppose que, comme professeur, on change un peu notre posture. Alors, je suis, par la force des choses, devenue un coach. Pas de notation, mais pas loin. Pour la suite, donc, plusieurs pistes là, que j'aimerais explorer, mais j'attire votre attention sur les 2 dernières. J'aimerais personnaliser davantage les conditions d'évaluation, peut-être donner plus d'options aux étudiants de choisir eux-mêmes le format du travail à remettre, du projet même, puis le moment de remise. Donc, des équipes sont plus rapides que d'autres. Puis, j'ai commencé à explorer cette voie-là. Puis, finalement, éventuellement, ça a été envisagé pour cette session-ci, mais je ne me suis pas lancée. Mais peut-être demander une dérogation à la direction des études ici pour ne remettre qu'une seule note qui serait en fin de session. Mais pendant toute la session, l'étudiant serait évalué à partir des grilles et des fameux seuils de performance. Voilà.
Donc, voici les références si vous voulez aller plus loin à la suite de ma présentation. Merci et j'ai hâte de pouvoir répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup, Sarah. C'était très, très intéressant de voir comment ça se passe dans un contexte de sciences sociales au Cégep. Maintenant, on va voir avec Monsieur Daniel Spooner comment ça se passe dans un contexte de sciences appliquées à l'université. Alors, à toi, Daniel. Donc, je me présente Daniel Spooner, je suis maître d'enseignement à Polytechnique. Je pense qu'une mise en contexte est importante. Je suis un novice en pédagogie, mais plutôt expert en projet. Donc, ma venue à Polytechnique vient à travers mon expérience de travail de projet en industrie pendant 25 ans. Et finalement, ce que je fais à Polytechnique, c'est que j'accompagne des étudiants dans des cours projets. Donc, je suis responsable des projets de première année et de dernière année. Depuis 2 ans maintenant, je suis aussi titulaire d'une chaire en apprentissage par projet, où enfin, le but est, on va voir un petit peu plus tard en détail, le but c'est un peu de pousser les outils et techniques pour aller de l'avant en cours projet. Mes premiers contacts au niveau de la pédagogie, c'était à titre de professeur chargé de cours. Et puis, rapidement, Polytechnique était membre d'un regroupement qui s'appelle CDIO, qui est un regroupement de 120 universités dans le monde qui favorise l'utilisation des projets pour l'apprentissage du génie. Donc, assez rapidement, j'ai pu collaborer avec plusieurs universités ou plusieurs professeurs un peu partout dans le monde qui essaient des choses, qui tentaient des différentes expériences. C'est des choses que j'ai essayé de ramener à Polytechnique. Donc, j'apprends certainement rien à personne ici. Pour moi, un des défis importants, là, c'était de lier ces trois éléments-là ensemble dans quelque chose de cohérent. Donc, la partie évaluation, naturellement, mais aussi de la scénarisation des activités d'apprentissage. Puis aussi, ben, qu'est-ce qu'on attend des étudiants? C'est quoi les objectifs, finalement? Le contexte de Poly est un peu particulier. À quelque part, c'est des étudiants qui sont sur la fin pour la plupart de leur parcours. Puis c'est un chemin de professionnalisation. En 4 ans, on doit les amener prêts à pratiquer le génie en industrie ou peut-être aller faire de la recherche. Mais donc, on a des étudiants plus matures avec des origines très diversifiées. Donc, à Polytechnique, il y a environ 25 à 30 des étudiants qui ne sont pas issus du système d'école québécoise. Donc, ça génère aussi quelques effets assez intéressants. Naturellement, le défi pour moi là-dedans, c'était vraiment de comment est-ce qu'on rend ça authentique. Donc, en contexte de projet, ça a un impact sur la motivation, mais ça a aussi un impact sur l'art de faire. Donc, comment est-ce que ces étudiants-là vont aussi être capables de faire des projets? Un autre petit modèle que je trouvais intéressant, c'est le cycle de Kolb au niveau de l'apprentissage. Habituellement, on va avoir tendance à commencer par donner le contenu théorique et après ça, aller vers des expériences actives pour ensuite appliquer, puis ensuite réfléchir sur l'expérience. C'est qu'il y a aussi moyen de rentrer à plusieurs points dans ce cycle-là. Et je reviens un peu avec l'expérience de Sarah. Je pense qu'il y a moyen de se jeter à l'eau et de commencer à faire des choses dans la mesure où on gère les attentes. Donc, nous, ce qu'on a choisi de faire vraiment, c'est d'évaluer une démarche de projet beaucoup plus qu'un résultat. Euh, donc, au niveau de la pratique professionnelle, c'est aussi un peu ce qui est, oui, le résultat ultime est important, mais si la démarche pour y arriver n'est pas robuste, ben, je pense qu'on a failli à quelque part dans notre rôle professionnel d'ingénieur. Donc, à Polytechnique, là, je parle pour génie mécanique, mais c'est un peu dans tous les génies maintenant, il y a des projets intégrateurs à chaque année. Donc, les étudiants vont, pour la plupart des projets, travailler en équipe à réaliser des mandats qui se rapprochent le plus possible d'un contexte authentique de projet. Donc, souvent, il va y avoir des clients, le problème est mal défini. Les étudiants doivent gérer des budgets, des échéanciers. Donc, on est très, très près de la pratique. Dès la première année, donc la première année, une de mes premières diapos, c'est soyez avertis, ceci n'est pas un cours normal, vous serez inconfortable et déstabilisé, mais on va y arriver ensemble. Et pour finalement arriver en 4e année, où les étudiants ont quand même beaucoup plus de maturité, où les projets sont beaucoup plus longs, donc c'est des projets sur 2 sessions avec des équipes qui varient entre 6 et 20 étudiants. Donc toute la partie gestion interne et tout ça fait partie de la démarche. Le grand défi, naturellement, bien, sur ça, il faut calquer un système d'évaluation. Puis idéalement, si ce système d'évaluation aide à progresser dans l'apprentissage, c'est un peu ce qu'on cherche. Donc, sortir un peu du mode, monsieur, est-ce que ça compte? Puis ça, on va parler un peu de quelques outils tantôt.
Donc, les projets qui sortent en quatrième année, c'est des projets, comme vous pouvez voir, un peu de toutes sortes de nature. En génie mécanique, bon, oui, c'est des machines, mais il y a aussi des implications sociales. Souvent, il y a des clients qui sont peut-être des OBNL, qui sont des clients dans des pays à l'étranger, qui ont vraiment des défis particuliers. Donc, on essaie vraiment d'explorer très large dans ce qui est des projets. Donc, au niveau de la chaire en apprentissage par projet, il y a 4 axes qui étaient proposés. Donc, c'est de bâtir des réseaux d'échange et de construction de savoir au niveau de l'apprentissage par projet. Regardez au niveau des outils et méthodes d'enseignement. Je vais parler de deux choses, deux projets sur lesquels on travaille. Aussi, étendre la pratique du génie. Oui, il y a la formation, mais il y a aussi des cadres alternatifs là, où les étudiants apprennent et appliquent et qu'il y a moyen de tirer davantage et diffuser ce qu'on apprend au niveau universitaire, peut-être à regarder au niveau primaire, secondaire, cégep. Je vais vous présenter un projet à ce sujet-là. Donc, en contexte de projet, il y a, le défi, c'est que probablement les examens, c'est vraiment pas la meilleure méthode de mesurer quoi que ce soit. Donc, on regarde d'autres méthodes, mais ça ouvre aussi à d'autres méthodes possibles. Donc, il y a l'évaluation par les pairs. Ça, je vais en parler un petit peu tantôt, comment on l'utilise et à quoi est-ce que ça nous sert. Comme on travaille beaucoup en contexte de projet, ça devient presque essentiel. Le cahier de projet, qui est une espèce de portfolio journal que les étudiants doivent posséder individuellement. C'est un document d'ingénierie, donc à quelque part, c'est une pratique authentique sur laquelle on est capable de mesurer une progression d'un étudiant au cours du projet. Il y a les rapports. Donc, tout ce qui est rapport, c'est de la rédaction technique, donc c'est une tâche importante de documenter le travail qui est fait. Présentation orale, des documents réflexifs, des choses qu'on leur demande. Des examens oraux, c'est des choses que j'ai vues à l'extérieur, en Scandinavie en particulier, donc l'utilisation d'examens oraux pour mesurer l'acquisition de compétences. Puis aussi, un contexte dans lequel les étudiants peuvent devenir professeurs face à ses collègues, donc vraiment favoriser l'apprentissage par les pairs. Donc, un exemple d'outil d'évaluation, c'est quelque chose qu'on est en test continuel. Donc, pour moi, l'évaluation, c'est un projet comme n'importe quel autre. C'est très itératif. On essaie des choses, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, on met à jour. Donc, c'est une grille qui ressemble un petit peu à ce que Sarah a présenté. Présentement, je dirais qu'on est un peu en mode excessif. Donc, par exemple, pour une grille d'évaluation de rapport, on a comme 24 critères à 4 niveaux. Je pense que le prochain exercice, c'est de raffiner tout ça. Par contre, l'utilisation des grilles, pour nous, a été très intéressante pour quelques raisons. D'un côté, c'était un peu pour répondre à la question que j'avais souvent en tant que nouveau professeur à temps plein. Monsieur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir une meilleure note? Déjà, c'est une question qui, moi, m'agressait énormément dans un contexte de pratique professionnelle, sachant que dans 4 ans, le concept de note n'existerait plus du tout et que ce serait un peu le rôle de l'étudiant d'auto-évaluer son travail ou utiliser la rétroaction de ses collègues sur son travail pour aller de l'avant. Donc, l'utilisation de grille a été intéressante de 2 points de vue. C'est au niveau des professeurs de s'entendre sur ce qui était évalué. Déjà, ça, c'était non négligeable. Donc, ça prend vraiment plusieurs cycles pour dire, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire une bonne introduction? C'est des choses qu'on prend pour acquis, puis en le mettant sur papier, ça met les choses beaucoup plus claires et beaucoup plus évidentes. Mais de l'autre côté, un effet qui était peut-être un peu imprévu, en tout cas qui nous a agréablement surpris, c'est maintenant avec les critères qui étaient plus clairs, les étudiants se permettaient beaucoup plus de négocier, donc de venir nous voir, dire, non, monsieur, selon nous, ce critère-là, on est plus à ce niveau-ci que celui où vous nous avez évalué et voici pourquoi. Puis, ça générait beaucoup plus de discussions très ouvertes sur l'évaluation et la qualité du travail qu'une note pouvait le faire auparavant. Donc, ça, pour nous, c'était vraiment un développement très, très intéressant. Puis, c'est pour ça qu'on continue un peu dans cette voie-là, essayer de développer ces outils-là. Une chose qu'on fait aussi, en tout cas, pour se dégager un peu de la note, c'est que dans certains, probablement pas en première année, mais plus vers la dernière année, il y a une note, mais cette note-là peut tarder à venir. Donc, la rétroaction est donnée très rapidement, les rapports à noter, c'est donné très, très rapidement pour être capable d'agir et de progresser, mais la note peut tarder. Puis, au début, c'était un peu accidentel, dans le sens où souvent, on avait plusieurs réviseurs qui devaient chacun évaluer, les calendriers n'étaient pas exactement alignés, le temps de combiner tout ça, ça prenait du temps pour se rendre compte finalement aussi que, il y a assez d'informations dans la rétroaction qui est donnée pour que les étudiants jugent d'eux-mêmes est-ce que ça va bien, est-ce que ça va pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer dans le prochain. Donc, la note devenait un peu plus arbitraire. Puis, finalement, en quatrième année, c'est un peu vers là qu'on veut aller.
L'évaluation par les pairs, c'est aussi en développement. À Polytechnique, on est très choyés. On a des spécialistes en ressources humaines qui accompagnent nos équipes pour discuter de gestion d'équipe, de négociation, de problèmes d'équipe, de problèmes interpersonnels. Mais l'outil d'évaluation par les pairs, c'est quelque chose qui nous a été très utile, surtout, je dirais, en première année. Euh, le concept de travail en équipe à un niveau universitaire en génie, de dire on a une tâche, on la divise en 5 morceaux, on se rencontre dans 3 semaines, on met ça ensemble, c'est une recette garantie pour un échec phénoménal au niveau d'un projet. Donc, on essayait de trouver des façons de favoriser un véritable travail d'équipe, un partage constant, des échanges constants. Et cet outil-là semble bien rencontrer ça. Oui, c'est un outil d'évaluation. On essaie graduellement de sortir de ça. Je dirais qu'en dernière année, c'est vraiment un outil de rétroaction beaucoup plus qu'un outil d'évaluation. Par contre, ma position là-dessus, je suis encore un peu divisé. Je pense que l'évaluation est importante, surtout pour les étudiants de première année. Certains étudiants, malheureusement, le seul levier parfois pour les faire réagir et entrer vraiment dans une réflexion, une autocritique personnelle, c'est la note. On est encore malheureusement un peu là. L'autre aspect aussi au niveau de la formation, c'est réfléchir, enfin, de voir qu'il y a des cadres alternatifs à la formation, il y a plein de choses qui se passent dans plein de nos écoles où les étudiants se forment. Dans notre cas, ben, on a un Fab Lab où les étudiants réalisent des projets personnels ou des projets pour l'école. On a aussi ce qu'on appelle des sociétés techniques, c'est des groupes d'étudiants bénévoles qui participent à des compétitions entre universités où ils doivent eux-mêmes gérer un projet, fabriquer quelque chose, aller en compétition. Donc, la partie de développement de compétences à l'intérieur de ces activités-là est énorme. Puis là, la question, c'est comment rendre ça le plus euh, transparent et authentique. Donc, ne pas imposer une structure à ça, mais en même temps, essayer d'assurer un certain suivi. Ça, c'est un défi qui n'est pas encore 100% résolu. Au niveau de la diffusion des méthodes, le projet qu'on voulait essayer de voir, c'est si avec ce qu'on avait appris au niveau de la gestion des projets, si on était capable de transposer ça à des étudiants plus jeunes. Donc, ce qu'on a développé à plusieurs, une grande équipe d'étudiants de poly, mais aussi du personnel administratif de poly, c'est de développer une activité sur 12 semaines où les étudiants allaient développer un projet avec un impact social, mais vraiment passer à travers toute la complexité d'un projet, de définir les besoins et d'avoir une marge aussi à l'exploration et à l'échec. Donc, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Le bilan global à la fin, c'était au niveau de l'apprentissage, c'était vraiment assez intéressant, où c'était vraiment pas une répétition de quelque chose qui avait été appris. Les étudiants avaient vraiment exploré, avaient bien compris la problématique. Le défi là-dedans, c'est naturellement la quantité d'énergie nécessaire pour monter tout ça. Euh, le but, c'était de rendre ces expériences-là publiques et de les partager justement pour éviter d'être obligé de remonter toutes ces expériences-là à chaque fois. La quantité de gens que je remercie grandement, incluant nos étudiants qui allaient en classe servir de mentor aux étudiants de secondaire 3. En tout cas, moi, c'est une expérience que j'ai trouvée très, très enrichissante. J'ai quelques rêves. Un premier qui s'adresse peut-être à mes collègues en génie qui sont peut-être en ligne, c'est de réfléchir sur peut-être avoir la possibilité de créer un réseau d'apprentissage du génie comme il peut exister en Europe ou aux États-Unis, mais à un niveau québécois. Donc, avoir un groupe de réflexion sur les méthodes possibles pour mieux apprendre le génie. Et mon deuxième rêve, c'est aussi de peut-être créer un groupe de travail sur tout ce qui est apprentissage par projet, puis travail en équipe. S'il y a des intéressés, vous êtes bienvenus à me contacter. C'est quelque chose qui oui, peut-être vous avez remarqué, qui me passionne, mais qui, je crois, se fait beaucoup mieux en équipe que seul. Donc, sur ce, quelques ressources. J'aimerais remercier le Bureau d'appui pédagogique. C'est une institution polytechnique qui a plus de 40 ans maintenant, qui est une ressource très, très utile d'échange, de discussion que je vous encourage à consulter. On a aussi la journée de l'enseignement polytechnique qui en est à sa 15e édition, qui aura lieu au mois de mai, donc c'est ouvert à tous, et quelques autres références là, si vous considérez que c'est intéressant pour vous. Merci. Alors, merci beaucoup, Daniel. Je vais inviter Sarah et Hélène à ouvrir leur caméra et leur micro pour qu'on puisse passer à la période de questions. Pour ce qui est des questions, il y en a déjà plusieurs dans le chat et on en a reçu avant lors de l'inscription aussi. Alors, un peu pour ma curiosité personnelle, je vais commencer par une question qui vient, en fait, deux questions très similaires qui viennent des inscriptions.
que je vais peut-être diriger d'abord à Sarah et ensuite à Daniel et Hélène, évidemment, si tu souhaites compléter. En fait, les deux questions concernaient la question de assurer une cohérence entre les cours et les sessions. Autrement dit, dans un souci d'équivalence des évaluations entre les enseignants et entre les sessions, quelle stratégie proposez-vous pour enclencher un processus de changement des pratiques évaluatives chez les enseignants? Et l'autre question ajoutait, merci de me donner des arguments. C'est quand même un défi, là, je dois avouer. Chacun est un petit peu, si on veut, maître dans sa classe, là. Puis, ben, je pense que c'est de partager. Par exemple, là, je participais à l'une des journées pédagogiques au cégep, puis en discutant avec une collègue, j'ai découvert qu'elle aussi avait intégré le portfolio, mais on ne le savait pas. Donc, je pense que c'est de parler de ce qu'on fait, de s'intéresser aussi à l'approche des autres, puis ben, éventuellement, c'est ça, de peut-être systématiser là, cette transition-là, là, si on veut qu'elle puisse arriver. Euh, c'est ça, c'est quand même un défi, là, comme je le disais, moi, je suis plongée j'ai plongé donc à l'eau dans mon cours d'abord, puis j'expérimente, puis éventuellement, j'aurai peut-être les bons arguments pour convaincre mes collègues, mais en tout cas, je pense que je démontre que j'ai du plaisir à enseigner, et que c'est peut-être déjà un bon indicateur. De mon côté, je pense que pas à pas. C'est vraiment, moi, je suis un très grand partisan du projet pilote. On essaie des choses et très franchement, c'est sûr que je travaille avec des étudiants universitaires, donc c'est une autre problématique, mais en tout cas, la relation qui a été développée avec les étudiants me permet de dire, ben écoutez, on est en train d'essayer quelque chose présentement. On n'est pas 100% certain que ça va bien aller. On attend votre rétroaction, puis on va essayer d'améliorer la chose le plus rapidement possible. Peut-être pas cette session-ci, mais la suivante, ça aidera vos collègues, etc., etc. Puis comme ça, à l'intérieur de quelques sessions, on a quand même fait progresser de beaucoup nos outils d'évaluation. Mais c'est vraiment, je pense qu'il faut y aller, faut pas y aller tout en même temps. Il faut, par projet pilote, par démonstration, graduellement, les collègues embarquent là-dedans. Moi, je regarde un peu la mécanique, comment ça s'est introduit ici. Ben, on l'a introduit sur un des projets, le message se passe aux autres. Ah, OK, c'est intéressant. On ne le fera pas à 100%, on va faire plus petit, mais puis ça a tendance à grossir. Donc, quelque chose qui fonctionne va avoir tendance à grossir. Puis peut-être, je Oui. sais pas, mais un argument, c'est sûr que la correction, c'est souvent, ça peut être lourd. Avec les grilles, entre autres, moi, je trouve tellement que ça facilite là, de porter le jugement. Puis pour l'étudiant aussi, là, il revient moins à négocier une note, etc. Tu sais, il dit, puis même, c'est assez fascinant, les étudiants qui me disent, ah, merci de m'avoir amené à voir mes erreurs comme des sources d'apprentissage. Fait que finalement, ils me remercient plutôt que de négocier une meilleure note. Fait que je trouve que c'est plutôt satisfaisant. C'est un peu la même expérience que j'ai eue avec les grilles. Et même, ben, dans le cadre des cours projets, nous, on travaille souvent avec 4 ou 6 groupes en parallèle de 60 étudiants. Donc, c'est quand même des quantités assez massives de personnes là, bon, au niveau universitaire. Donc, typiquement, il va y avoir 6 chargés de cours en parallèle qui roulent, qui avaient chacun leur point de vue d'évaluation. Ça permet vraiment de standardiser un peu plus la méthodologie, puis d'avoir quelque chose qui est un peu plus stable entre chacun des groupes. En tout cas, on commence à observer ça. On n'a pas assez de données encore pour voir à quel point euh, ça apporte, là, mais il y a quand même une indication là, que c'est positif. Merci. J'ajouterais peut-être Vas-y. peut-être juste répéter que une des orientations dans le rapport, c'est favoriser l'exercice du jugement professionnel en permettant aux enseignants de se concerter pour s'approprier les critères. C'est une des conditions. Puis c'est ça, je pense qu'il faut respecter les rythmes. Chaque milieu a son rythme, mais il y a des occasions à saisir pour faire avancer la réflexion. Il faut se donner le temps, il faut être patient, mais il faut vraiment voir l'évaluation comme une responsabilité collective pour assurer une meilleure cohérence, je crois. Mais un peu comme Et vous en êtes de bons exemples. Mais à quelque part, un peu comme on demande à nos étudiants, il faut aussi se lancer. Hein. Il faut pas attendre la recette parfaite. Elle n'arrivera pas, elle va se développer sur un certain temps, puis ça va être parsemé de demi-échecs ou d'échecs spectaculaires en cours de route. Euh, mais je pense que ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Là. Très bien.
Il y a une question du chat que je vais poser d'abord à Hélène. En fait, ça portait sur ta présentation. Ça disait, Madame Gaudreault déclare qu'on confond évaluation et notation, mais l'évaluation n'est-elle pas souvent accompagnée d'une note? Alors, est-ce possible peut-être d'élaborer sur la différence entre évaluation et notation? C'est une c'est une question qui demanderait peut-être de longues explications, mais en fait, c'est que la notation permet de classer, de sélectionner. C'est un peu, la notation, c'est un peu le mode de communication des résultats de l'évaluation. Mais l'évaluation en elle-même, c'est plutôt l'exercice de euh, recueillir de l'information sur la performance des personnes. Alors, oui, ça se concrétise actuellement dans nos traditions par une note et malheureusement, on confond les deux. Je sais que la réponse est très courte. Il y a, dans le rapport que le Conseil a publié en 2018, il y a un chapitre qui explique comment la note est un symbole imparfait. Peut-être que ça pourrait répondre plus longuement à la question, mais il faut vraiment dissocier la responsabilité qui consiste à évaluer du fait d'attribuer une note pour communiquer le résultat de l'évaluation. Rapidement, c'est ce que je peux dire. Oui. Si vous pouvez toujours réagir si vous le souhaitez, Ouais, les autres panélistes. parce qu'on parle d'évaluation, il y a toute la partie formative. Nous, on a tenté quelques expériences, à savoir où on a des espèces de projets préliminaires avant de lancer le grand projet. Puis c'est des projets qui ne sont pas évalués du tout. Ils n'ont pas de notes. Par contre, ils ont beaucoup de rétroaction. Puis le message qui est donné aux étudiants, bien, vous avez le choix de le faire ou pas le faire. La conséquence, c'est que vous vous privez de certaines rétroactions qui pourront vous être utiles pour le projet final. Puis, puis systématiquement, ben, les étudiants font le travail, puis ils ne se sentent pas pénalisés de faire le travail parce qu'il n'y a pas de notes. Ils font le travail parce il y a une valeur ajoutée qui leur sera très utile dans quelques semaines. Donc ça, quand on parle évaluation, pour moi, ça, c'est une espèce de forme d'évaluation à cause de la rétroaction qui est donnée. Peut-être j'ajouterais, souvent je rappelle aux étudiants que oui, ils ont l'habitude de fournir un effort pour le professeur qui va porter un jugement, puis bon, mais que je leur rappelle tout le temps, à la fin, c'est pour vous, c'est vous que ça fait grandir, c'est vous comme personne, c'est vous que ça forme. Puis en dehors de l'évaluation, vous allez repartir avec ça, là, ça vous appartient, là, les apprentissages. Puis pour le portfolio, même chose, je leur dis plus, dans le fond, je vous donne l'occasion d'expérimenter, de porter un regard sur vous comme apprenant, comme coéquipier, etc. J'ai dit, si en sortant du cours, vous continuez à garder ce réflexe de vous regarder aller, ben, vous pourrez tout réussir parce que vous saurez que ben, devant telle difficulté, ben, il y a peut-être des ressources à mobiliser, mais vous aurez constaté qu'il faut aller, qu'il faut aller demander de l'aide ou peu importe. Puis à chaque fois que je leur dis ça, je vois les étoiles dans leurs yeux. C'est comme ça leur rappelle que c'est un processus qui leur appartient. D'abord, formation tout au long de la vie, c'est ça. Voilà. OK. Du chat aussi, une question plus pratico-pratique qui était liée à la présentation de Sarah. Donc, dans les grilles d'évaluation du portfolio présenté, pourquoi choisir des points de pourcentage plutôt que des lettres? Oui, ben en fait, c'est que je suis un peu encore prise dans le système là, où on donne des notes, puis bon, c'est plutôt ça. Là, puis éventuellement, j'ai lu aussi les commentaires, là, monsieur, en tout cas, Levasseur, c'est ça, qui disait qu'on pouvait quand même, sans demander de dérogation, de s'assurer que l'étudiant ne porte pas le poids d'une note qui aurait été moins bonne en début de session, alors qu'à la fin du parcours, là, il maîtrise ou il est compétent. Oui, effectivement. Par contre, j'aimerais bien expérimenter des grilles avec des lettres qui seraient un peu comme donner une rétroaction pendant la session en vue du moment de confirmer si l'étudiant réussit son cours et est compétent. Un peu dans la même logique. Ah oui, vous voulez
Ouais, peut-être, moi, c'est une espèce de solution intermédiaire. Nous on a mis des niveaux qui correspondent pas nécessairement à des notes, mais qui se compilent en notes pour des raisons. Dans le fond, la note, c'est une raison vraiment plus administrative, d'être capable de rapporter quelque chose de façon extrêmement concise, mais qui en effet veut plus dire grand-chose. Dans la mesure où si on est capable de reculer puis revenir d'où vient cette note-là, là, ça veut dire quelque chose. Euh, Idéalement, moi, je rêve d'un jour où on n'a pas besoin de notes, que la rétroaction est suffisante pour juger de l'atteinte ou non des objectifs. Nous, comme école de génie, on doit certifier que les étudiants qui graduent sont aptes à pratiquer le génie. Donc, c'est un système d'agrément d'Ingénieurs Canada et tout ça. Donc, dans cet exercice-là, ben, seulement des examens magistraux, c'est probablement pas suffisant pour réussir à mesurer tout ce qu'on doit certifier. Donc, comment on va arriver à ça? Je pense que c'est encore un long chemin, là, mais il y a quand même des ouvertures intéressantes, là. Très bien. Une autre question du chat qui était pour Daniel. Avec 24 critères, on n'est pas dans la micro-évaluation. Évalue-t-on les bonnes choses? Très bonne question. Euh, je dirais que 24 critères, c'est notre première itération et demie pour satisfaire tous ceux qui étaient impliqués dans le projet. Puis là, ben, vient le cycle de raffinement de, bon, ben, c'est quoi les objectifs dans le cadre de ce cours spécifique-là pour cette étape spécifique-là. Donc, on a 4 ans pour arriver à ce qu'on veut comme formation. La division sur les 4 ans des compétences reste à définir clairement. Donc, 24, je suis parfaitement d'accord que c'est excessif. Par contre, au niveau des 24, si on les sépare, bien, il y a des trucs qui sont carrément, par exemple, au niveau de la forme, c'est la forme du rapport. Il y a des éléments qui sont pour le contenu du rapport. Il y a des éléments qui sont pour des éléments réflexifs du rapport. Fait que oui, c'est de la micro-évaluation quand on regarde ça à une échelle grande, mais quand on commence à regarder ça à l'intérieur pour évaluer la rédaction technique, ben, à l'intérieur de 5 ou 6 critères, ça devient difficile à faire. En bas de ça. Puis pour évaluer la qualité réflexive de leur travail sur est-ce qu'ils ont bien géré les risques, est-ce qu'ils connaissent, ils présentent ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils ont évalué la formation nécessaire pour boucher les trous dans leur démarche, bien, ça prend encore 3 ou 4 critères pour faire ça. Donc, le 24 paraît énorme, mais divisé en morceaux fonctionnels, c'est quand même plus réaliste. Mais c'est trop. Très bien. Une question pour tous les trois qui vient d'arriver sur le chat. Quelle est votre position relative à la possibilité d'enlever la référence aux notes? Par exemple, en utilisant un barème réussite-échec. Ben, c'est un peu ce qu'on disait, là. Et, je crois qu'on a envie de. Ben oui, ça serait c'est ça, de pouvoir confirmer l'atteinte finalement ou non de ce qui est attendu pour le cours, puis laisser tomber finalement les notes, là, parce que c'est la rétroaction qui est importante pour s'ajuster, puis pas tant la note. Tout à fait. Et si on laisse tomber la note, oui, réussite, échec, parfait, mais il faut dire pourquoi il y a échec, s'il y a échec, qu'est-ce qui est réussi, il faut de la rétroaction, il faut remplacer les notes par quelque chose de constructif pour amener la personne à continuer à progresser. Mais c'est sûr que la référence à des critères, au lieu de la comparaison aux autres, serait beaucoup plus constructive pour sortir de la logique de la notation et de faire les choses seulement si ça compte, etc. Tout à fait d'accord. Ouais. Donc, oui, réussite, échec, mais ça prend énormément de rétroaction, puis qu'il faut que le message soit très clair qu'en passant, ça ne va pas très bien, puis en passant, pour que ça aille mieux, il faudrait aller dans telle direction. Et si c'était pas renforcer ça de façon constante, est-ce que moi, je me sentirais apte maintenant, aujourd'hui, à passer un système de réussite-échec? La réponse est non. Malgré toute la rétroaction qu'on donne, je vois des étudiants qui, malgré tout ça, ne voient pas le message, ne voient pas la situation développée, puis ne voient pas les conséquences qui s'en viennent. Donc, je suis encore en questionnement pour voir comment mieux passer ce message-là. Puis, je ne le sais pas encore. Il y a une question. J'aimerais ajouter.
Pardon. Ah, non, mais il faut commencer à la base du système, je crois. Quand les étudiants sont rendus à l'université avec derrière eux une culture de cumul de points, de comparaison, c'est pas du jour au lendemain qu'ils vont changer leur façon de comprendre le système. Et si on commence dès le primaire, comme on a essayé de le faire au début des années 2000, là, on va tranquillement effriter ce système compétitif pour développer une autre culture. Mais c'est dans la durée, il faut se donner du temps, il faut commencer à la base aussi, je crois. Oui. Donc, une question qui s'adresse dans le chat à Madame Côté de Lille, mais peut-être pas seulement. Quelles seraient vos recommandations pour la conception d'un plan de cours qui adopterait une approche évaluative telle que la vôtre? Autrement dit, si je veux concevoir un plan de cours de ce type, comment penser le cours, son contenu, les activités et les modes d'évaluation en séquence? Bon, en fait, je pense que c'est de commencer par la fin, c'est-à-dire, ultimement, qu'est-ce qui va me permettre de confirmer l'atteinte ou pas de ce qui est attendu dans le cours. Donc, c'est combien de longueurs de piscine qu'il faut nager? Non, je ne sais pas trop, mais de se poser la question ultimement, puis de le découper peut-être en projets, en morceaux, ou en tout cas, il faut définir les évaluations d'abord, puis le reste suit. Dans mon cas, c'est des projets. Donc, les projets, je les ai définis pour qu'elles soient le plus possible des situations authentiques, complexes, donc qui sont liées à l'anthropologie, mais aussi liées au fait que, je l'ai lu dans les commentaires, là, en formation générale, on forme au métier d'étudiant d'une certaine façon pour la poursuite des études à l'université. Donc, c'est de mobiliser ces habiletés-là. Comment tu fais tes lectures, comment tu prends des notes, comment tu arrives à faire une synthèse de ce que tu as appris, etc. Puis, j'intègre ces éléments-là. En fait, je choisis des projets qui vont permettre de mobiliser ces habiletés importantes pour la suite des études. Puis, je leur dis, dans le fond, la discipline anthropologique, vous ne serez peut-être pas des anthropologues personne, là, mais c'est un prétexte pour vous faire travailler ces habiletés-là. Je suis vraiment désolé, je me suis fait divertir par le chat où j'ai vu quelqu'un qui parlait de compétition. Je trouvais ça intéressant. Donc, la question, c'était, je suis désolé. La question, excusez-moi, j'ai rien. En fait, c'est comment penser un cours comme avec ce type d'évaluation? Notre cas, c'est vraiment c'est le projet qui mène à quelque part. Donc, c'est de faire vivre une expérience de projet aux étudiants sur laquelle on va calquer une évaluation qui se veut un outil pour que les étudiants aient une visibilité sur comment le projet progresse avec une vue d'un professionnel qui en a déjà fait. Donc, à quelque part, le projet est un prétexte, le sujet du projet est un prétexte, c'est juste une scénarisation qui permet aux étudiants d'être actifs puis d'avancer là-dedans. Puis le mode d'évaluation, lui, sert vraiment à donner en mauvais français un heads up, donc de vraiment donner un signal aux étudiants de ouais, ça, ce morceau-là, ça va super, puis là, ben ça, il faudrait probablement regarder et travailler là-dessus. Là. C'est quelque chose qui, au fil des années, a évolué. Donc, les messages qu'on envoie avec la rétroaction des étudiants, nous, on a un système d'évaluation des critiques des étudiants sur le cours. Typiquement, les cours projets, c'est pas très bien évalué juste par leur nature. Un des défis, c'est de répondre à la question, est-ce que le cours est bien structuré? Ben, un cours projet, c'est structuré dans le sens où c'est les étudiants qui vont le structurer, c'est pas le professeur. Puis c'est un rôle qui est très différent. Puis en première année, c'est clairement difficile à passer ce message-là jusqu'au moment où on a vraiment créé notre première page de présentation qui mettait très clairement les règles d'engagement. Voici la responsabilité de moi comme professeur, voici la responsabilité de vous comme étudiant, et voici ce qu'on va faire ensemble. Ça a l'air un peu ridicule, mais c'est quelque chose qui a énormément aidé dans la perception des étudiants sur qu'est-ce qu'était la nature de ce cours-là. Puis peut-être j'ajouterais, puis c'est une question qui a été posée à 2 reprises, puisque dans les commentaires des étudiants, il y avait un commentaire qui mentionnait que c'était la première fois qu'un professeur présentait le plan de cours à la fin d'un cours. C'est ce que j'ai fait à l'automne. En fait, c'était pour leur dire, je l'ai présenté en début de session, mais ça ne vous disait pas grand-chose. Mais là, maintenant qu'on l'a expérimenté, ce cours-là, voyons à quel point vous avez fait des apprentissages. Puis c'était étonnant, les étudiants ont dit, hein,
j'ai réalisé que j'avais appris tout ça, mais ça a tellement été fluide, dans un projet que finalement, j'ai pas eu l'impression d'avoir appris de cette façon-là, autant de notions théoriques, méthodologiques et tout. Puis, dans le cadre du dernier portfolio de l'automne, ben, ils devaient faire la synthèse de leurs apprentissages importants à leurs parents. Puis je leur disais, l'évaluation, ça sert aussi l'apprentissage. Fait que c'est comme une occasion que vous avez de faire vous-même une synthèse du cours pour aller chercher les éléments essentiels. Puis ces éléments essentiels-là, bien évidemment, essayer de les rattacher aux objectifs, aux compétences, aux sous-éléments de compétences qui étaient associés au cours. Fait que ça a été quand même une belle occasion pour moi de constater que ça avait du sens pour eux en fin de session de revenir au plan de cours. Puis que peut-être cette expérience-là pour eux, dans un prochain cours, ben, va leur permettre de voir le plan de cours avec une valeur. Là. Oui, c'est vraiment intéressant. Donc, moi et Sarah, on connaissait pas nos pratiques. Donc, moi, je découvre un peu son cours. Puis il y a quand même il y a des points communs qui ressortent. On fait un exercice un petit peu semblable où les premières diapos qu'on présente, les 4 premières diapos, on les ressort au dernier cours, puis on les revoit en classe pour dire, bon, ben voici quels étaient nos objectifs. Puis on demande aux étudiants, est-ce qu'on a livré sur ça? Puis c'est intéressant pour eux de faire ce bilan-là. On leur demande aussi un bilan réflexif. Bon, ben, comment ça a été le cours par rapport à vos attentes initiales? Voir, j'ai découvert quelque chose de nouveau, je pensais pas que j'étais bon dans ça. Puis on est bien au-delà de la note, là. La richesse de ce qui sort de ces choses-là, on est vraiment ailleurs, là. D'accord. Alors, une autre question concrète, puisqu'on est encore malgré tout dans ce système de notation, comment concrètement se situer de façon nuancée dans les grilles critériées quand les niveaux d'évaluation sont 180%? Bref, comment on joue entre les niveaux? Euh, Écoutez, moi, je vais mettre mon chapeau d'ingénieur. C'est le concept de marge d'erreur. À quelque part, on peut multiplier le nombre de critères, on peut multiplier le nombre de niveaux, mais rendu à un certain point, il y a plus de bruit que de signal. Donc, notre choix, c'était de faire 4 niveaux, de définir qu'est-ce qui serait exceptionnel en première année, qu'est-ce qui est la cible attendue, qu'est-ce qui est un petit peu en dessous de la cible attendue, puis qu'est-ce qui demande vraiment beaucoup de travail. Puis de partir de ça, puis justement dans une logique où c'est les critères qu'on regarde, c'est pas la note. Donc que ces cases-là sont suffisamment explicites pour vraiment faire une différence réelle et que cette différence réelle-là soit significative aux yeux de l'étudiant aussi. Est-ce que ça se fait du premier coup? Non. Ça demande quelques itérations pour le message qu'on croit clair ne l'est pas du tout. Donc, mais au fil du temps, je crois qu'on arrive à quelque chose qui est pas mal plus robuste, là. Puis, ben, ces grilles-là, il faut les faire vivre, là, comme disait Daniel. Puis, ben, éventuellement, on peut ajouter, si on se rend compte qu'il y a 4 seuils de performance, par exemple. On est toujours entre deux ou on révise les indicateurs pour chacun des seuils, mais il y a un choix à faire, mais d'avoir trop de seuils de performance, on s'égare, puis finalement, ben, on revient à... Non, c'est pas si efficace, en tout cas. C'est ça. Puis, en tout cas, évaluation, je pense que tout le monde souhaite la plus grande objectivité possible, mais encore là, la richesse du message qui est possible de passer à travers nos outils est pas aussi grande que, par exemple, vraiment annoter un rapport en contexte. Moi, les rapports que j'annote, c'est un peu catastrophique dans le sens où c'est couvert de commentaires, de notes, et qui ne sont pas en rouge d'ailleurs, qui sont en bleu. Parce que tout est appelé à discussion. C'est pas moi qui sanctionne, c'est moi qui propose, suggère, encourage, etc., etc. Euh, puis, donc, tout outil d'évaluation va être une dégradation de ça, finalement. D'accord. Comme le temps tire à sa fin, je vais vous lancer sur une question, une grande question qui vient des questions préalables. À quoi ressemblerait un système d'évaluation des apprentissages bienveillant, favorisant l'empowerment et la connaissance de soi des étudiants, pour tous les trois?
Qui se lance là-dessus? Oui, c'est ça, hein, on hésite. Ben, moi, je vais y aller. Tiens, ben, il y a peut-être pas de système parfait, mais en tout cas, à travers le portfolio, notamment, puis c'est un outil parmi tant d'autres, mais je trouve vraiment, là, puis quand je les lis, mes étudiants, je les entends réfléchir, puis je les aime tellement. Puis je trouve que c'est d'abord de les amener à être bienveillants avec eux-mêmes, puis dans le portfolio, comme je leur rappelle, c'est un espace sécuritaire. Tu as le droit de me dire que tu n'as pas fait tes lectures parce que tu as de la difficulté. Il y a un étudiant comme ça qui me disait, Madame, j'ai pas fait mes lectures, puis j'ai dit, ben, est-ce que tu as mis en. Tu sais, pour quelles raisons? As-tu identifié les raisons? Ben, je sais pas. Puis là, je lui parlais qu'à l'université, il y en aurait encore plus, sans doute, à faire, tout ça. Puis finalement, il m'a dit, ben, il a pris conscience qu'il n'était pas à sa place au cégep, puis que lui, c'était une formation professionnelle qui lui convenait le plus. Puis il a accueilli ça en acceptant de prendre conscience. Fait que je lui ai dit, ben, il dit, je pense que je vais être heureux là, maintenant que j'ai décidé que c'était là ma voie, mais il n'y a pas de saut métier, puis il n'y a pas de meilleure voie. Mais je pense que c'est ça. C'est peut-être de permettre aux étudiants de le faire pour eux-mêmes, d'être bienveillants pour eux-mêmes, puis de retrouver le plaisir d'apprendre. Ne pas être en compétition les uns avec les autres, c'est sûr. C'est actuellement, le système fonctionne comme si, il y en a qui étaient des perdants et d'autres des gagnants, hein. C'est alors que, l'exemple de Sarah montre que, si on éprouve des difficultés puis qu'on comprend quelles sont, les difficultés, leur nature, pourquoi, ben, on peut, s'ajuster, mais se réorienter aussi, mais actuellement, on commence très tôt à mettre les enfants en compétition et puis, on perd le plaisir d'apprendre pour apprendre. Il y a une anecdote que j'aime raconter quand je présente, le rapport dans les milieux plus, pas préuniversitaire, mais plus scolarité obligatoire, c'est que dans les sports professionnels, on a tendance, mais pas les sports professionnels, mais les sports compétitifs, on a tendance à retarder le moment où on va mettre les enfants en compétition pour leur laisser le plus longtemps possible le plaisir de pratiquer le sport. Alors, certains sports, ça ne va pas avant 12 ans, les compétitions, les podiums. À 6 ans, à l'école, on les met en compétition avec la moyenne de groupe. Il y en a que dès la première année, ils ont compris que l'école, c'était pas pour eux. Alors, un système bienveillant, c'est vraiment un système qui fonctionne à l'opposé de ça et qui retarde le plus tard possible le moment de comparer les gens entre eux. En fait, c'est seulement quand c'est nécessaire de certifier les acquis pour certaines tâches précises que là, on doit dire à quelqu'un, malheureusement, toi, ça ne fonctionne pas pour telle raison, mais on fait ça beaucoup trop tôt actuellement. Je vais lancer un pavé dans la mare. Une surprise personnelle, c'est qu'il y a des étudiants que c'est la compétition qui les motive. Puis en l'absence de compétition, ils se désengagent. Est-ce que c'est issu de toutes ces années de formation puis de ce mode de formation ou est-ce que c'est un truc personnel qui est unique à eux? Ça, je ne sais pas dire, là. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut pas oublier, mais je peux, en tout cas, parlant de mon domaine, le contexte de projet, être en compétition à l'intérieur d'une équipe, c'est loin d'être une situation idéale. Surtout avec la complexité des problématiques qui nous attendent dans le futur, on a besoin d'être capable de travailler ensemble. On n'est pas en compétition, on est peut-être en compétition contre d'autres groupes à un niveau industriel et tout ça, mais à l'intérieur de notre groupe, il faut être capable de travailler ensemble. Donc, c'est un peu ça, moi, je trouve que la dynamique importante là-dedans, il faut que l'évaluation contribue à ça, à favoriser ce cadre de travail-là qui est, ben, on est tous un peu dans le même bateau, on est sur un petit véhicule qui s'appelle la Terre, puis on a pas mal de problèmes présentement. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Tout à fait d'accord avec cette nuance. C'est bien. Alors, Lucie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je pense qu'on arrive à la fin.
Oui, on arrive à la fin. Effectivement, je vous remercie beaucoup pour votre travail important de transfert des connaissances. Puis Hélène, ton travail d'avoir travaillé, d'avoir synthétisé un rapport qui vous a pris quand même beaucoup de temps à mûrir, à construire. Puis merci à Sarah et Daniel qui ont vraiment su partager des outils, des pratiques, des exemples vécus avec les étudiants. Je pense que c'était très riche. Vous étiez très complémentaires. Merci Nadine d'avoir animé tout le webinaire, puis surtout d'avoir géré les questions. On avait beaucoup de questions aujourd'hui. On n'a malheureusement pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Par contre, à 13 heures, tout le monde va recevoir un courriel vous invitant à évaluer le webinaire. Donc, je vous invite à nous donner vos commentaires, à nous aider à nous améliorer aussi à notre tour, mais vous allez aussi avoir une section pour poser des questions qui n'auraient pas été répondues et autant que possible, on tentera d'y répondre par courriel ou via notre site web avec les panélistes d'aujourd'hui. Merci évidemment à tous les participants qui étaient là aujourd'hui. On a été en très grand nombre à vous écouter jusqu'à la fin. Donc, voilà, pour les prochaines activités, pour ceux que ça intéresse, on a un dossier qui est sorti il y a quelques mois sur la formation à distance. On y traite aussi un peu d'évaluation. Puis notre prochain webinaire aussi va porter au CAPRES sur les étudiants de première génération et des projets très concrets qui ont été mis en place pour les aider dans leur transition entre le secondaire, le cégep et l'université. Donc, c'est à surveiller dans les prochaines semaines. Pour rien manquer, vous pouvez toujours vous abonner à nos médias sociaux ou à l'infolettre. Donc, je termine en remerciant aussi le Conseil supérieur d'éducation d'avoir travaillé avec le CAPRES, avec nous pour construire puis vous permettre aux différents participants d'avoir le webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est fort apprécié. Au plaisir. Alors, merci à Lucie et au CAPRES d'avoir travaillé avec nous. Ce fut un plaisir. Merci pour l'opportunité. Organisation très intéressante. Moi, je suis toujours disponible. Ceux qui veulent discuter, ça va me faire plaisir. Merci de l'invitation. Un gros merci. Merci à tous. Au plaisir. Bon dîner. Au revoir. Au revoir.